Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle série de panoramas. Aujourd'hui, nous sommes dans la belle station de Val d'Isère pour préparer l'hiver, car oui, si ça ne se voit pas, l'hiver arrive à grands pas. Et pour en parler, justement, notre invité est sur l'arrivée. J'ai le plaisir, l'honneur d'avoir avec moi Monsieur Frédéric Monneret. Bonjour, hop, je vous passe le Bonjour. micro. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le propriétaire et gérant de l'hôtel Avancher, Ouais. ici même, depuis quelques années maintenant. Ouais, Et temps. j'imagine que pour vous, la préparation de l'hiver bat son plein, comme on disait. On n'a pas encore un décor hivernal, mais pour vous, professionnels, ça a commencé déjà il y a un petit moment, j'imagine. Oui, la préparation de la saison, en tout cas la réussite de la saison se fait dans sa préparation et c'est depuis l'été qu'on travaille pour faire en sorte que cette saison se passe du mieux possible. Alors, on en est où concrètement aujourd'hui? J'imagine bien qu'il y a une partie de flou artistique avec les mesures gouvernementales, la situation aujourd'hui avec cette pandémie. J'imagine que ça vous touche au premier degré. Comment ça se passe? Nous, on est directement touchés. Au mois de mars dernier, on a été obligé de fermer, mais on avait une vision relativement claire, c'est qu'on ne reprendrait pas et on terminerait la saison le 15 mars. Là, la différence, c'est on était prêt pour ouvrir, comme d'habitude, le 27 novembre pour le week-end première trace et que les décisions gouvernementales ont provoqué le retard de l'ouverture et qu'aujourd'hui, si on conjugue le retard de l'ouverture dû aux autorités préfectorales et gouvernementales, si on conjugue l'impossibilité pour notre clientèle étrangère de se rendre chez nous, et ainsi de suite, c'est vrai que les perspectives sont quand même très complexes sur cette saison qui arrive. Donc concrètement, dans les faits, ça veut dire que vous avez déjà pu embaucher la main-d'œuvre saisonnière normalement nécessaire au fonctionnement de votre structure? Alors, en fait, aujourd'hui, dans la mesure où on fait partie des secteurs les plus touchés et, je dirais, en sauvegarde par le gouvernement, la Directe prend en charge l'activité partielle de notre personnel. On a affaire à du personnel saisonnier qui, en ce qui me concerne, revient régulièrement et il est bien normal qu'on puisse assurer leur embauche, mais évidemment que leur salaire soit pris en charge dans le cadre de l'activité partielle. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents. On n'attend qu'une chose, c'est de les mettre au travail. En l'occurrence, dans la mesure où on retarde l'ouverture, pour l'instant, c'est pas le cas. On a tendance à dire que le gros de la saison se fait bien sûr sur les vacances de février, cœur de saison. Noël, Nouvel An, ça reste quand même une des périodes qu'il ne faut pas louper. Concrètement, est-ce qu'on peut réussir une saison sans Noël, Nouvel An concrètement? De toute façon, les saisons, d'une manière générale, se suivent et ne se ressemblent pas. Celle-ci sera définitivement unique, comme l'a été d'ailleurs l'année dernière. Euh, on réussit une saison, comme j'ai l'habitude de dire, on ne réussit pas une saison en remplissant uniquement Noël et Jour de l'An. On réussit une saison en remplissant aussi toutes les périodes creuses et les avant-saisons, les arrière-saisons, les intervacances de janvier, et choses qu'on arrivait très bien à faire jusqu'à présent parce qu'on avait une forte clientèle internationale qui adorait le mois de janvier, hein, où il fait froid et où il y a de la neige excellente à Val d'Isère. Et en l'occurrence, cette année, c'est pas de la mauvaise volonté de leur part parce qu'ils auraient voulu venir, mais ils ne peuvent pas venir. Donc du coup, on se retrouve avec une période d'intervacances qui est un peu plus faible. Après, vous savez, nous, on croit dur comme fer que si on travaille Noël et Jour de l'An, c'est très bien. Si on ne travaille pas, il faudra se reprendre sur février, mars, avril. Et qu'aujourd'hui, notre clientèle attend qu'une chose, c'est de prendre l'air, je crois. Et on fait tout pour être prêt dès qu'ils pourront prendre l'air. Et je crois qu'on a confiance dans les clients. Ils seront là au mois de février, mars, avril. On le disait justement, c'est vrai que Val d'Isère est une station à vocation internationale majoritairement. Est-ce qu'il est possible de se recentrer, de réimaginer justement cette clientèle en basant plus sur la clientèle francophone? Ben, on l'a vu cet été. Hein. Cet été, d'habitude, à Val d'Isère, on avait une forte proportion de clientèle allemande, suisse, notamment pour du tourisme itinérant qui passe par le col de l'Iseran et autres. Et cet été, on a vu arriver toute une clientèle qu'on ne connaissait pas, de clients français qui avaient l'habitude de venir l'hiver et qui sont venus voir ce que c'était que la montagne l'été. Je crois qu'on a eu un taux de retour de ces clients qui a été exceptionnel parce que vraiment les gens ont été très contents de cet été. Je crois que de la même manière cet hiver, on va avoir une clientèle différente qu'on n'avait pas jusqu'à présent et on est tout à fait prêt
à modifier un petit peu nos façons de faire pour coller à cette clientèle. On travaille beaucoup plus sur les réseaux sociaux, vu qu'on est capable de travailler plus précisément sur les zones géographiques, évidemment sur la zone France et proche France. On fait des newsletters à nos clients français, vraiment à destination de nos clients français. Et je crois que de toute façon, on est dans une période où les Français redécouvrent un petit peu leur pays et on est très content de les accueillir pour ça. C'est vrai que depuis quelques années, on a tendance à dire que les réservations se font de plus en plus tardivement avec l'arrivée d'Internet, des réservations un petit peu en fonction de la météo, au niveau de l'enneigement. Là, cette année, ça va être de la dernière minute, de chez dernière minute. On est prêt, concrètement ? Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé cet été, c'est que au final, les gens sont venus à la montagne vraiment à la dernière minute. Pour l'hiver, c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, on considérait, il y avait un adage qui disait que 70% du planning était fait à la fin du mois de novembre. Ce pourcentage, il s'est diminué, il a baissé d'année en année. Et maintenant, c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui sont plus impulsifs, attendent le dernier moment pour réserver, pour être sûr que toutes les étoiles sont bien alignées, le temps, les congés des uns, les congés des autres. Et donc, on est tout à fait disposé maintenant à travailler dans ce type de commerce et dans ce type de réservation. J'ai aucune crainte là-dessus. On a parlé ces dernières années, avant cette crise sanitaire, de l'effet Brexit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste encore un peu dans la tête ou plus du tout, c'est totalement éclipsé ? Disons que le Brexit, il reste forcément dans la tête parce qu'il existe, il est réel, c'est une certitude. Évidemment, dans cette période de crise sanitaire, il est un peu plus dilué, j'ai envie de dire, son effet dans l'ensemble du retard de réservation qu'on a pour le moment. Maintenant, c'est un fait, on a des tours opérateurs qui ont beaucoup moins de réservations, mais est-ce que c'est dû véritablement au Brexit ou est-ce que c'est dû à la quarantaine qui les oblige à rester chez eux pour le moment? Moi, je ne suis pas prêt pour tirer des conclusions trop vite. Notre clientèle anglaise, on l'apprécie énormément et eux aussi. Je me permets de prendre une autre casquette pour vous, puisque vous êtes donc élu au conseil municipal depuis quelques mois à peine. Déjà, ça ne doit pas être assez simple. Chargé du tourisme, à ce que j'ai compris. J'imagine que vous avez également beaucoup de relations avec d'autres structures, d'autres hôteliers. C'est un point de vue général, concrètement. C'est quoi aujourd'hui, finalement, le ressenti général dans la station ? Le ressenti, c'est qu'on fait face à une situation dont on n'a pas la maîtrise. Donc on est accroché aux décisions gouvernementales, qu'on respecte évidemment, et avec lesquelles il faut composer en permanence. Aujourd'hui, on attend encore une fois qu'on puisse ouvrir pleinement et recevoir nos clients de la meilleure manière. Maintenant, on travaille aussi en amont. La commune a mis en place, on aura un centre de dépistage cet hiver à Val d'Isère. Les modalités, elles vont venir au fur et à mesure. C'est là toute la complexité. C'est qu'on sait qu'on aura notre centre de dépistage, mais on ne sait pas encore quelles vont être les méthodologies pour le faire travailler, puisqu'on est encore dans l'attente des dernières décisions. De la même manière, l'ensemble des socioprofessionnels de la station ont bien compris que la réussite de notre saison, c'est une réussite collective. On est en train d'écrire des protocoles par catégorie métier, par catégorie socio-professionnelle, qui vont beaucoup plus loin que ce qui est préconisé. L'objectif, c'est de faire en sorte que nos clients soient sereins quand ils viennent à Val d'Isère et que la sécurité sanitaire, elle soit assurée par les sociopros pour que nos clients, nos skieurs, soient le plus détendus possible quand ils vont pouvoir venir chez nous. Je crois que c'est ce qu'ils attendent et on travaille d'arrache-pied pour pouvoir leur offrir ça. Donc, quitte à aller au-delà des exigences gouvernementales. On est face à quelque chose qui est très qui est nouveau, encore une fois. Donc, la mutualisation des bonnes idées pour garantir la sécurité sanitaire des gens, elle est très bonne. Un restaurateur qui a une certaine idée de sa manière de travailler sur les tables, sur les salières, les carafes d'eau, tout ce que vous voulez, s'il a une très bonne idée, il faut que le restaurateur à côté l'ait aussi. Là, on n'est pas dans une question de concurrence, on est dans une question de sécurité pour l'ensemble de nos clients et de réussite de la fin de saison qui va bien fonctionner, on en est sûr.
Donc là, aujourd'hui, sur votre structure, vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêt à accueillir et à ouvrir dès que c'est possible ? Nous, on est prêts, on était déjà ouvert cet été. Ouais. Il y avait beaucoup d'établissements qui ont déjà mis en œuvre les mesures qui permettent de travailler en gardant le sourire, en gardant l'objectif de plaisir qu'on doit donner aux clients. Et aujourd'hui, ouais, nous, on est prêts, tout à fait prêts à recevoir les gens. De toute façon, c'est notre métier. C'est très personnel, mais les subventions qu'on peut nous donner, c'est une chose. Mais nous, notre métier, c'est d'accueillir les gens et de leur faire plaisir. Voilà. Et ça, pour le coup, ça reste bien entendu en fonction de l'enneigement, qui est quand même un des critères finalement. Aujourd'hui, c'est un petit peu le vert, mais quand ça va partir, c'est un petit peu lié quand même. C'est complètement lié, mais on est sans crainte. Effectivement, aujourd'hui, on est encore dans l'attente du refroidissement, avec un réchauffement qui est général aujourd'hui. Mais on est serein. On aura une belle phase de Bellewaerde qui sera enneigée très vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement sur cette saison ? Il y a pas mal de choses, mais s'il y en a une. Nous souhaiter, c'est qu'on puisse avoir une visibilité très vite pour que derrière, on puisse se mettre en place et être encore meilleur que d'habitude. Bon, en tout cas, bon courage pour cette saison qui arrive. Merci Emmanuel. Tout bon. Merci. C'est un plaisir. On est déjà à la fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. À très vite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Nous sommes comme toute cette semaine dans la belle station de Val d'Isère et pour en parler et avec une très belle expertise, j'accueille Cécile Ferrando, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de communication et marketing de l'Office du tourisme et comme on l'a déjà dit lors des précédentes émissions, en ce qui concerne le tourisme, le travail n'arrête jamais. Saison hors saison, comment ça se passe en ce moment ? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail déjà ? Là, il y a effectivement beaucoup de travail et puis beaucoup d'inconnus, comme vous le savez. Vu la situation, on ne sait pas encore à quelle date on pourra ouvrir. On attend, mais ça n'empêche pas tout le monde de se préparer. Tout le monde est très très actif. Alors les remontées mécaniques s'activent sur le domaine. Dans l'ensemble du village, on a tous aussi les socioprofessionnels, que ce soit les commerçants, mais également les hébergeurs qui sont sur le pont, en train de mettre en place les établissements. Je vous l'avoue, c'est pas simple, c'est simple pour personne, puisqu'on a beaucoup d'inconnus, on ne sait pas comment s'organiser, mais on est tous prêts, et dès qu'on aura le go pour ouvrir, eh bien, on le fera, et on accueillera nos visiteurs de la meilleure façon qu'ils soient. Alors avant d'évoquer la saison d'hiver qui est un petit peu en train de se préparer, déjà j'aimerais revenir sur cette saison estivale qui a été quand même assez convaincante malgré justement le contexte international. Oui, une très très belle saison estivale, on ne s'attendait pas à autant de monde, c'est une de nos plus belles saisons d'été. On a ouvert plus tôt de fait, on a eu aussi des établissements qui habituellement n'ouvraient pas, qui sont réouverts, qui se sont remis sur le marché, et on a eu beaucoup de clients qui sont revenus à Val d'Isère, des personnes qui fréquentaient Val d'Isère auparavant, qui nous avaient un peu oubliés depuis quelques années, et comme ils ne pouvaient pas partir voyager à l'étranger ou qu'ils ne souhaitaient pas aller sur le littoral, ils sont venus à Val d'Isère, ils sont restés pour de longs séjours. Alors on avait à la fois des propriétaires, mais aussi de nouveaux clients, un peu moins d'itinérants. Habituellement, on a beaucoup d'itinérants vous savez, qui viennent d'Europe entière, en moto, en voiture, pour passer le col de l'Iseran. Cet été, un petit peu moins, mais ils ont été remplacés par une nouvelle clientèle qui est à la recherche des grands espaces de la nature. Et vous savez qu'on a le parc national de la Vanoise à Val d'Isère. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir et on était ravis. Ça s'est très très bien passé. Donc voilà, une saison d'été très positive. On pense que à l'avenir, les saisons d'été sont de plus en plus importantes et on va travailler encore plus sur ce créneau-là. On l'a toujours fait à Val d'Isère, avec le col de l'Iseran, avec le lac de Louillette, le parc national de la Vanoise. On a toujours été positionné sur l'été. On était une destination d'été avant même d'être une destination d'hiver. Ça va se renforcer et peut-être un jour, Val d'Isère 4 saisons. Alors justement, Val d'Isère 4 saisons, Val d'Isère qui revit beaucoup l'été, Val d'Isère qui retourne avec la clientèle francophone, finalement c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources. Alors rappelons l'hiver quand même, nos premiers clients c'était les Anglais, et du coup retour aux sources peut-être pour la clientèle française, mais c'est vrai, retour aux sources, on est obligé, que ce soit l'été ou l'hiver, nos clients français, cet hiver on va le voir aussi, nous qui sommes très dépendants des marchés internationaux, des marchés européens, avec la fermeture des frontières, avec toutes les règles qui nous sont imposées, effectivement, on va miser cet hiver sur nos clients français. On en a déjà beaucoup, on en a
beaucoup qui viennent de Paris, qui viennent aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va aller les chercher encore plus, des gens qui peut-être se disaient « Ah non, je ne vais pas aller à Val d'Isère, il y a trop de monde, trop d'étrangers ». Cette fois-ci, Val d'Isère s'offre à eux et on espère accueillir beaucoup de Français de tous les horizons. Il faut quand même rappeler que Val d'Isère est une destination où on offre une vraie diversité, que ce soit dans l'hébergement, sur le domaine skiable. Donc tout un chacun peut venir profiter de notre belle station. Alors comment, pour vous, Office du tourisme, comment on arrive à se situer là-dedans? C'est un renouvellement complet. On avait beaucoup ces dernières années communiqué à l'international avec les tour opérateurs. Est-ce qu'il est finalement facile de retourner sa veste et de changer son positionnement Alors, on ne retourne pas notre veste, on ne change pas notre positionnement. Un positionnement ne se change pas comme ça. Nous, on est notre ADN, on est un village avec un grand domaine. Effectivement, on allait toujours sur les marchés étrangers chercher des clients internationaux. On n'arrête pas d'aller parler à ces gens, à ces skieurs du monde entier. On le fait avec parcimonie. Il faut quand même noter que cet automne, on travaille en collaboration avec des tour opérateurs qui, eux, sont en souffrance dans leur pays. On les soutient, on a mené des campagnes web marketing pour que la destination Val d'Isère garde sa notoriété. Tous ces tour opérateurs nous ont relayés parce qu'ils connaissent la puissance de Val d'Isère et du coup, habituellement, c'était eux, notre puissance de frappe marketing à l'international. Là, c'était important qu'on les soutienne. Donc, on les soutient pour être toujours présents à l'esprit des skieurs internationaux, puisqu'on espère sincèrement qu'un jour ou l'autre, les frontières vont rouvrir et qu'ils pourront revenir. En parallèle, on travaille toujours notre clientèle française, comme on l'a toujours fait. Avant, on était très centré sur notre clientèle parisienne. C'est vrai que là, on est plus centré sur tout ce qui est région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également le reste de la France. Et puis, on va aussi réactiver ce levier de clients fidèles. Val d'Isère a beaucoup de clients fidèles à Val d'Isère. Ils étaient au rendez-vous cet été. On espère qu'ils seront au rendez-vous cet hiver. Bon, alors on parle de l'hiver, forcément, on est dans un décor aujourd'hui qui ne fait pas encore totalement penser à l'hiver, mais on sait qu'ici, ça peut arriver. Le mètre de neige peut arriver du jour au lendemain en une nuit. Normalement, le début de saison, il est quand même caractérisé par de grands événements. Je pense bien sûr au Critérium de la première neige. Là, on est encore un petit peu, comme tout le reste, dans le flou artistique. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui? Alors, le Critérium de la première neige devrait se tenir. Tout est mis en place pour qu'il se tienne. Gros protocole sanitaire. Que le confinement dure ou pas, si l'événement peut avoir lieu, il aura lieu à huis clos, puisqu'on a l'autorisation de faire cet événement. On attend juste un go de la préfecture et de la FIS, c'est la Fédération internationale de ski, qui devrait arriver là très prochainement. Et s'ils nous donnent le go, mais qu'il y a encore un confinement qui perdure, on organisera malgré tout cet événement à huis clos. Et si on arrive à ouvrir la station début décembre, eh bien, il y aura le Critérium et on pourra également accueillir des skieurs. Et ce serait formidable. À partir de là, j'ai envie de dire, ce sera lancé, ce sera déjà une bonne partie de fête. On attend forcément, on a déjà fait des pronostics peut-être sur des chiffres. On le disait hier avec Frédéric Monneret, la saison ne se fait pas que sur Noël et Nouvel An. Pourtant, c'est une grosse partie de l'hiver. Si vous voulez, ça donne le là, parce que c'est vrai que quand on ouvre, nous habituellement on ouvre fin novembre, on a quelques semaines qui sont assez calmes, mais ensuite on a le Critérium qui lance la saison au niveau européen, au niveau français, et surtout dans tout l'écosystème de la montagne. C'est très important ce signal qu'on envoie à l'ensemble de la montagne française, parce que tout le monde se dit oui, ça y est, c'est parti, l'hiver est parti. Du coup, on enchaîne avec les vacances de Noël, Nouvel An. C'est vrai que c'est important, mais ça ne fait pas toute notre saison. Surtout, nous, les stations qui restons ouvertes jusqu'à début mai. C'est vrai qu'il nous reste aussi beaucoup de temps. Mois de janvier, février, les grandes vacances françaises, européennes. Et ensuite, on a aussi mars, avril. Donc, même si on table sur un scénario noir et que peu de gens viennent à Noël ou janvier, il restera quand même une belle partie de l'hiver. Février avec les vacances, mars aussi avec de belles conditions certainement et avril. Donc on reste positif, on est lucide, mais on reste positif. J'imagine que comme le reste des socioprofessionnels français, on est accroché et dans l'attente des dernières nouvelles du gouvernement. Mais pour l'instant, dans le village, c'est quoi l'état d'esprit? Est-ce qu'on est prêt à ouvrir dès qu'on nous donne le top ou concrètement, on met encore un petit peu, on n'est pas sur la pédale de frein mais Ah non, l'état d'esprit est très positif, très combatif. Les gens ont besoin de travailler, ils ont envie de travailler. Tous les gens qui travaillent ici sont des passionnés, que ce soit les pisteurs qui veulent aller sur le domaine, les restaurateurs qui veulent accueillir les clients. Nous aussi, on veut que nos visiteurs viennent nous rendre visite et on est tous très très motivés. Et si on ne pouvait pas ouvrir, ce serait une vraie déception. Alors déception économique et des grosses conséquences
au niveau du tissu économique local. Mais c'est toute la vallée, hein. Toutes les stations sont comme Val d'Isère. On est tous au même point. On se prépare dans les meilleures conditions, protocole sanitaire renforcé. On facilite aussi les réservations de dernière minute et aussi les annulations pour nos visiteurs. Tout est mis en place pour les accueillir. Et oui, c'est un message que je veux faire passer. On vous attend. Justement, c'est vrai que aujourd'hui, il y a certaines normes sanitaires, certaines mesures imposées par le gouvernement. Si j'ai bien compris, ici à Val d'Isère, on essaye d'aller plus loin, d'anticiper pour finalement proposer un produit qui soit finalement sécuritaire pour les clients. C'est très très important pour les clients. Vous voyez bien, c'est quand même très anxiogène, hein. Les gens ont un peu peur de voyager. Certains hésitent. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Donc c'est important qu'on montre à nos clients qu'on fait tout pour qu'ils puissent arriver à Val d'Isère et que ce soit sécure pour eux, qu'ils ne se sentent pas en danger. Donc on avait commencé dès cet été. Cet été, on a accueilli tous nos visiteurs avec les normes, les protocoles en place. On avait aussi ouvert le ski d'été dans cette situation. Donc on connaît le ski masqué, tout ça, on est déjà aguerris à ça. Après, c'est vrai que cet hiver, l'ensemble des socioprofessionnels n'était pas ouvert cet été. Donc cet hiver et cet automne, on a créé des groupes de travail par tissus économiques locaux. Donc les hébergeurs travaillent ensemble, les commerçants travaillent ensemble. Et on va au-delà des normes, des protocoles qui nous sont imposés par l'État, par le gouvernement. Et il faut aussi noter que certains de nos établissements avaient déjà été labellisés AFNOR cet été, en prévision justement de l'hiver à venir. On savait que ça allait être très très important pour les clients. Il faut qu'ils viennent à Val d'Isère et qu'ils se sentent en sécurité. Dernière petite question, on parle du ski bien évidemment, mais il y a de nombreuses autres activités, de nombreuses autres animations tout au long de la saison. Est-ce qu'aujourd'hui on va essayer de grignoter, en faire un petit peu moins, ou concrètement on part en ouvrant tout, en ouvrant les vannes pour proposer à la clientèle finalement autant d'activités que les autres années? Alors on propose de nombreuses activités. C'est vrai qu'on est en train de revoir certaines activités. Je pense surtout à des choses du type visite. C'est ce qu'on a fait cet été déjà. On a fait des petites visites guidées en nombre limité. Donc on est plus dans des services clients, même plus, puisque on ne veut plus de grands groupes de personnes qui font la visite du village, par exemple, ou sur le domaine skiable, ça ne changera pas. Ou peut-être que certains cours de ski seront limités, mais ça, j'ai pas encore échangé avec les personnes des écoles de ski. Mais c'est vrai qu'on pense qu'il y aura des choses un peu plus limitées. Nous, en tout cas, Office du tourisme, on a revu l'ensemble de nos animations et on offre des choses plus limitées en extérieur. En intérieur, on est régi, vous savez, par les lois des ERP. Donc, tout est en place dans les protocoles sanitaires pour accueillir les gens, que ce soit au centre aquasportif ou au centre des congrès, en respectant des règles et bien souvent, un nombre de personnes limité. Et puis, les gestes barrières, tout ça, tout notre quotidien. Le quotidien de tout le monde en ce moment. En tout cas, merci beaucoup Cécile Ferrando d'avoir répondu à toutes ces questions. On vous souhaite bon courage pour cette saison qui s'annonce. On est déjà à la fin de cet épisode de Panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Bonne continuation avec nos programmes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur le front de neige de la station de Val d'Isère pour parler préparation de l'hiver. Car oui, ça arrive à grands pas, même si on ne dirait pas, avec tout le vert autour de nous. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'avoir Franck avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école de ski français. Une institution ici depuis de nombreuses années, depuis presque la création de la station. J'imagine qu'aujourd'hui on est dans la préparation justement. Déjà, est-ce que ça a avancé? On parle beaucoup du flou artistique, du contexte pandémique. J'imagine que ça joue un rôle assez important dans la préparation de cet hiver. Tout à fait, on est un petit peu comme tous les socioprofessionnels dans l'attente un petit peu des décisions gouvernementales sur le sujet. On a reporté, Val d'Isère a reporté l'ouverture de la station, ce qui semble logique puisqu'on serait en plein confinement, puisqu'on devait ouvrir le 27 novembre. Et nous, on se prépare normalement, on a de l'espoir et on se prépare comme si la saison allait ouvrir et commencer bientôt. Ça représente vraiment un gros nombre de moniteurs, la station de Val d'Isère. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours là, prêts à travailler, ou est-ce qu'il est difficile d'embaucher? On en est où? Ah non, les moniteurs, ils sont prêts, ils sont là, ils attendent, ils m'appellent. Tous les jours, j'ai des moniteurs qui m'appellent pour prendre des nouvelles un petit peu de la situation, savoir s'il y a des décisions qui ont été prises, si ça évolue. Malheureusement, ça ne dépend pas
des décisions ne dépendent pas au niveau local, mais plutôt au niveau national, sur l'ouverture des stations. On est tout à fait conscient qu'ouvrir un domaine, ça génère de l'accidentologie, et du coup, il faut évacuer ces personnes vers les hôpitaux. Et on est tout à fait conscient de la situation sanitaire. On sait que les hôpitaux, ils sont bien chargés en ce moment. Des lits, il n'y en a pas forcément de disponibles. Et c'est ça un petit peu qui nous fait peur pour l'ouverture de la station. Ok. Forcément, protocole sanitaire oblige. En quoi ça consiste pour l'école de ski ? Protocole sanitaire, alors déjà, il y a 2 mois de ça, il y a un protocole qui a été mis en place, en fait, cadré par Domaine Skiable de France, le syndicat national des moniteurs et l'association des maires de montagne. Donc on a déjà un protocole qui est écrit déjà depuis 2 mois et qui définit toutes les mesures de sécurité, on va dire sanitaires, liées au transport de personnes sur les remontées mécaniques. On sait que si le protocole ne change pas d'ici là, ce qui est fort possible, on sait que le masque sera obligatoire dans toutes les files d'attente des remontées mécaniques, ainsi que dans toutes les remontées, y compris les remontées ouvertes type télésiège. Donc, en plus de la distanciation qu'il y aura à respecter, on va dire, au niveau global. Au niveau de la gestion des groupes, ça a changé beaucoup de choses ? Alors nous, on a la chance d'avoir été précurseurs il y a quelques années, et en fait, quasiment tous nos groupes sont limités. Donc souvent, c'est une limitation à 8. Hors période de vacances scolaires, c'est même une limitation à un enfant ou un adulte pour 6 moniteurs. Un moniteur pour 6 enfants ou 6 adultes. Ah, vous l'aviez vu venir finalement, c'est dans l'air du temps. Donc aujourd'hui, ça... Alors on ne l'a pas fait pour cette raison-là, nous. Nous, quand on l'a mis en place, on s'est dit que l'époque d'avoir 10, 15 enfants derrière un moniteur, c'était un peu révolu. Et on l'a fait dans un souci de qualité et de qualité de prestation de service, c'est-à-dire d'enseignement réel. Donc forcément, on n'enseigne pas de la même manière et le contenu passe beaucoup mieux quand on a 6 ou 8 enfants que quand on a 12 ou 15. Alors, parallèlement à cette crise sanitaire, il y a quand même une évolution finalement dans la pratique du ski, de la glisse en général. On a l'habitude de dire que tout ski de 8h à 17h, c'est fini maintenant depuis quelques années. Il faut pouvoir proposer plein d'activités parce que le SF justement... se met en ordre de bataille de ce côté-là. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'activités qui sont proposées ou on reste finalement l'apprentissage du ski comme il y a quelques années ? Alors dans le cadre du ski, nous on est une école généraliste, on propose toutes les spécialités. Et on a développé depuis quelques années aussi un département pour organiser les séminaires d'entreprise. Okay. Donc on a tout un panel d'activités hors ski du coup, là, qui est proposé donc aux personnes qui veulent organiser des séminaires pour agrémenter leurs séminaires. Donc tout ce qu'on appelle des team building dans le langage. Après, on a également un département hors piste. Alors là, on reste dans le ski, mais un département de ski hors piste à l'étranger. Donc où on organise, que ce soit en héliski ou du ski de rando, un petit peu partout sur la planète, des séjours en vente en tout compris. Oui, ça commence à marcher. C'est une partie non négligeable du chiffre d'affaires ou... Non, ça reste à la marge. Mais si on l'a fait, c'est parce qu'on a pas mal de moniteurs qui le faisaient en fait à titre individuel. Et au niveau réglementaire, il y a quand même un cadre quand on vend du tout compris qui est très important surtout au niveau de l'assurance pour que l'assurance continue à couvrir le moniteur. Et du coup, il faut avoir une structure spéciale qui permet de faire ça avec les assurances, ce qu'on a monté. Ok. Alors, on parle aussi de toutes les nouvelles, entre guillemets, disciplines, le snowboard, le freeride, le freestyle. Aujourd'hui, c'est des spécificités qui sont finalement laissées au goût du moniteur ou on est en train de mettre finalement des cadres spéciaux de ce côté-là ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de cadre spécial. Le moniteur, à l'heure actuelle, depuis de nombreuses années, il a un diplôme qui est très dur, très long à avoir et qui lui permet d'enseigner toutes les disciplines. Aussi bien du ski, du snowboard, du télémark, même de l'initiation en ski de fond, enfin tout ce qui est sport de glisse. Maintenant, à l'intérieur de l'école, chaque école s'organise, on va dire, différemment. Mais nous, on laisse le choix aux moniteurs toutes les semaines de s'inscrire, d'émettre des choix en fait par rapport aux affectations qui vont être faites, c'est-à-dire dans quel cours il va être affecté, il va enseigner la semaine d'après. Et on va dire 2-3 petites spécialités où on a un bureau hors piste, des moniteurs qui sont quasiment
qui enseignent quasiment toujours en hors-piste. Ils sont plus ou moins, ils se spécialisent eux-mêmes en fait. C'est eux qui choisissent d'enseigner quasiment que ça. Et il y en a d'autres, c'est le snowboard. Donc, et il y en a d'autres plus le jardin d'enfants avec les tout petits. Et puis il y a des moniteurs qui enseignent tout. Alors ça fait un sacré panel. Concrètement, pareil, c'est des demandes qui sont en train de se multiplier ou ça reste encore une fois en marge de l'activité des moniteurs? À quel niveau? Justement au niveau du hors-piste, au niveau du freestyle, au niveau du snowboard. Au niveau le hors-piste à Val d'Isère, il y a toujours eu un très très beau domaine. On a un des plus beaux domaines, sans être chauvin, de hors-piste. Et du coup, il y a une grosse clientèle qui vient ici pour faire du hors-piste. C'est pour ça qu'on a 40-50 moniteurs qui font quasiment que ça. Okay. Donc au sein de l'école. Recyclage de temps en temps? Tous les ans. Tous les ans, obligatoire? Nous, pour le hors-piste, on fait une mise à niveau. On organise ce qu'on appelle entre guillemets des recyclages tous les ans pour tous les moniteurs qui veulent enseigner le hors-piste. J'imagine qu'on regarde aussi ce qui se fait un petit peu dans les stations, pas forcément concurrentes, mais voisines. Est-ce qu'on va prendre des idées? Il y a des échanges entre les écoles de ski? Ah, bien sûr, on se connaît tous. En directeur, par exemple, tous les directeurs de la Haute-Tarentaise, on se connaît tous très bien. D'ailleurs, on s'appelle régulièrement aux périodes où nous, on a besoin de moniteurs. On a une très forte demande et on n'a plus de moniteurs de disponibles pour voir s'il y a des moniteurs qui viendraient temporairement nous aider. Et eux, ils le font aussi à certaines périodes. Donc on se connaît tous très bien et on discute beaucoup ensemble, ce qui nous permet, des fois, il y en a un qui a des bonnes idées et puis en discutant, on s'aperçoit que ça serait peut-être pas mal de le mettre en place dans notre école. Mais souvent, il nous pique les idées. Il faut que ça aille dans les deux sens aussi. Ah bah oui, non, mais on s'entend tous très très bien et on partage beaucoup d'informations. Parlez bien dans le micro. Aujourd'hui, on a tendance à dire que, comme on le disait, il y a le côté réservation à l'avance qui a beaucoup perdu avec l'arrivée d'Internet, notamment, où les gens réservent un petit peu en dernière minute. Ça influe concrètement sur votre façon de travailler, votre façon de vous organiser aujourd'hui? Alors moi, je dirais pas ça. Moi, ce que j'observe depuis plusieurs années, c'est que la vente en ligne, donc tout ce qui est Internet, ça monte de plus en plus, le chiffre est de plus en plus important. Il y a certainement un gros transfert, une partie des gens qui venaient réserver sur place ou qui envoyaient leur bulletin, ça a tendance à disparaître. Maintenant, ils ont accès à tous les produits en vente en ligne. Et du coup, non, ça a plus tendance à augmenter, sauf cette année, on va dire, on était bien parti. Et puis à l'annonce du deuxième confinement, effectivement, là, les chiffres ne se sont pas stoppés net, mais pas loin. Donc tout le monde est dans l'attente de savoir ce qui va se passer. Maintenant, nous, on avait anticipé déjà au mois d'août, on avait déjà anticipé pour rassurer nos clients et on a modifié nos conditions générales de vente pour rassurer les clients et bien leur faire comprendre que si ils ne pouvaient pas venir pour une raison sanitaire liée au Covid, quelle qu'elle soit, confinement, maladie ou quoi, de toute manière, on les rembourserait intégralement sans garder quoi que ce soit. Ce qu'on a déjà fait l'année dernière alors qu'on n'était pas obligé de le faire. Mais bon, c'est nos clients et on pense que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on fasse par rapport à notre clientèle. Aujourd'hui, on est prêt, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Nous, on est prêt, nous, on fait comme si on allait ouvrir le 1er décembre. Sachant que ça risque d'être compliqué, mais par contre, on est prêt. Tout au niveau normes, mise en place des mesures sanitaires, organisation, réservation, tout est prêt. Il ne manque plus que la neige finalement. Plus que la neige, mais bon, la neige, ils annoncent un refroidissement, je crois, d'ici une bonne semaine. Même si elle ne vient pas naturellement, on a la chance d'avoir un réseau de production de neige qui est un des plus performants au monde. Donc du coup, on ne se fait pas de soucis, on pourra la fabriquer. Bon. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette saison du coup qui arrive? Qu'on ouvre rapidement. Ce serait déjà pas mal. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie, et merci à vous. Bon, le plaisir est partagé. Et déjà, on arrive à la fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. À bientôt. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Panorama. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'un cinéma, celui de Val d'Isère, comme toute cette semaine, pour parler programmation, pour parler du futur et du présent des cinémas. Et avec moi, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Olivier. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le projectionniste de ce cinéma de Val d'Isère. Alors déjà, première question,
Comment ça se passe en ce moment? J'imagine qu'avec l'actualité, ça porte un petit peu préjudice à l'activité, un petit peu comme au reste du monde de la culture. Où on en est aujourd'hui? Eh ben, pour le moment, le cinéma est fermé. On attend la fin du confinement, ainsi que l'autorisation de réouvrir des salles, sans savoir dans quelles conditions on pourra réouvrir et avec quelle capacité d'accueil. C'est un peu le flou artistique et j'imagine que ça pose vraiment problème pour la pérennité de la structure. Exactement. On ne sait pas encore quelles sont les conditions de réouverture, on ne sait pas quels seront les films proposés au moment du déconfinement. Donc on attend un peu, comme beaucoup de Français, je crois. Alors déjà, au-delà de ce contexte sanitaire très particulier, comment ça marche un cinéma de station? Vous faites pas partie d'un multiplex qui a forcément pléthore de films. Il faut faire des choix. Comment déjà on les fait ces choix? Alors ces choix sont faits par le cinéma, le service culturel. Le cinéma est municipal, donc c'est le service culturel qui s'occupe de la programmation, ainsi que l'exploitant qui exploite le cinéma, MCK Distribution. Et on essaye de faire au mieux en fonction de notre clientèle et de la période d'ouverture, qui n'est pas la même en période de vacances scolaires, en intersaison ou pendant les moments de creux de la saison. Alors justement, beaucoup de publics différents, des touristes pendant les vacances, des locaux à l'intersaison. Est-ce que justement il y a des particularités? Certains aiment certains genres de films, d'autres un peu plus? Comment ça se passe? Bien sûr, donc pendant les périodes de vacances scolaires, ça va être beaucoup de dessins animés, de blockbusters, comédies familiales, etc. À l'inverse, à Val d'Isère, nous avons une clientèle étrangère, donc pas mal de versions originales sous-titrées à certaines périodes. Et puis le reste du temps, enfin, on a une programmation semblable à tous les autres cinémas de France, à peu près. Même si on met l'accent quand même sur certains films d'auteur, d'art et essai. Il en faut un petit peu pour tous les goûts. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Alors c'est toujours en fonction de cette saisonnalité, en fonction des goûts des gens, où finalement on peut apporter en tant que projectionniste, programmateur, la petite nouveauté, la petite particularité en plus. Alors l'avantage d'avoir une petite structure avec une clientèle, un petit noyau de fidèles, c'est qu'on peut prendre certaines libertés et leur proposer des choses un peu plus pointues. Une partie du public nous fait confiance. Par contre, effectivement, il faut aussi proposer tous les films classiques des cinémas en fonction des sorties nationales. Il y a des incontournables du coup. Bien sûr. Aujourd'hui, cette salle, c'est finalement l'unique salle de cinéma. C'est finalement un point positif comme un point négatif. On ne peut pas faire beaucoup de programmation, mais en même temps, on peut... Même en période de vacances scolaires, nous avons 3 séances par jour, donc nous sommes limités à 3 films. Effectivement, en fonction de l'horaire, on s'adapte au public. Et effectivement, avoir 2-3 salles nous permettrait d'offrir quelque chose de plus varié, ouais. Mais on a fait comme on a pu avec les moyens et c'est quand même une très belle salle et on a à peu près une 12aine ou une 14aine de films par semaine différents. Donc l'offre est quand même assez généreuse. Ce qui fait déjà pas mal justement. Par rapport, je reviens un petit peu sur le contexte du cinéma déjà aujourd'hui à l'heure nationale. C'est pas un média qui a le vent en poupe. On parlait en préparant cette émission de toutes les plateformes de films à la demande. Ça fait beaucoup de mal à l'industrie. Bien sûr. Déjà YouTube, Netflix, etc. Disney+, nous faisait du mal. Avec le confinement, certains films ont été annulés en sortie cinéma et sont sortis directement sur des plateformes. Ils ne se passeront jamais au cinéma et ça a été quand même un manque à gagner énorme pour toutes les salles de France. La salle garde quand même une plus-value au niveau de l'immersion, de l'ambiance et ça joue vraiment dans l'esprit des gens? Je pense peut-être un peu moins sur la jeune génération, mais on essaye de les fidéliser, d'où les tarifs préférentiels pour les plus jeunes, pour leur faire comprendre et leur montrer par l'expérience que c'est quand même différent de regarder un film en salle plutôt que chez soi. Ça fait près de 100 ans d'histoire de cinéma. Pour autant, on est toujours dans la course à la technologie avec des améliorations. Alors, on pense forcément au numérique il y a quelques années, à la 3D, à la 4DX, à l'IMAX. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir pour continuer à opérer un cinéma. C'est pas notre cas à nous. À part le son, l'image, nous, c'est seulement en 2D.
Et je pense que la majorité du noyau de fidèles préfère ça que la 3D. Certains films sont vraiment faits pour la 3D, mais ils sont encore une part minime de ce qu'on projette. Ouais. Vous parliez justement de noyau dur. Il existe encore aujourd'hui ce noyau dur de cinéphiles convaincus qui continuent à venir, quel que soit le film qui sort. Pas quel que soit le film. Je pense qu'ils sont quand même... ils choisissent vraiment ce qu'ils veulent voir. Mais comme nous avons une offre qui est assez large, du blockbuster au film d'art essai, oui, moi, dans ma salle, j'ai un noyau de fidèles. Je pense que dans tous les cinémas, ça doit être assez semblable maintenant, à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le cinéma, justement, il touche de moins en moins de personnes, et on ne va pas se le cacher. Comment vous voyez le cinéma à l'avenir ? Est-ce qu'il y aura forcément des adaptations ou finalement on restera avec ce noyau dur, cette tradition de la salle sombre telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Eh bien, on va essayer de garder ce noyau dur et de fidéliser une autre partie de la clientèle. Alors en leur proposant peut-être des choses un peu différentes, effectivement, peut-être développer des projections avec conférences, etc. Vous parlez justement de projections avec la présence de réalisateurs, de faire venir des personnes au cinéma pour ajouter une plus-value. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait, peut-être pas de plus en plus, mais qui se fait régulièrement. Qui se fait régulièrement. Nous, on essaye, en tout cas dans notre salle, de faire venir... Alors, pas encore des réalisateurs, mais on a fait venir des auteurs quand leur livre était adapté au cinéma. Et effectivement, des gens qui avaient déjà vu le film venaient une deuxième fois parce qu'il y avait un débat à la suite de la projection. Oui, c'est une vraie plus-value aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de salles de cinéma en station. C'est vrai qu'il y a quelques années, on venait en station pour le tout-ski, la journée de 7h à 18h non-stop. Aujourd'hui, il faut proposer de plus en plus d'activités. Malgré ça, rares sont les stations à avoir gardé leur salle de cinéma. C'est dû à quoi, selon vous ? Eh bien, les gens n'avaient pas de télé dans leur appartement. Ils louaient une télé s'ils la voulaient. Alors que maintenant, tous les appartements sont équipés d'une télé. Les gens viennent avec un ordinateur ou une tablette. Ils ont une offre Netflix, etc. Et donc, ça a fait une chute des entrées quand même. À nous de nous adapter et de continuer à proposer des films, les sorties nationales qu'il faut avoir en temps et en heure. Ainsi que pour Val d'Isère, beaucoup de versions originales sous-titrées, puisqu'on a une clientèle qui est à 70% étrangère. Donc il y a des périodes où il faut passer du film absolument en VO. Aujourd'hui, alors on parle beaucoup des petites salles, des gros multiplex. C'est deux structures qui sont un petit peu aux antipodes l'une de l'autre. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence ou concrètement c'est de l'offre complémentaire ? Pas vraiment, puisque nous, on est assez loin du premier multiplex. Donc les gens qui sont là pour une semaine en vacances ne vont pas aller pendant leurs vacances dans un multiplex. Ils vont rester dans la station et à nous de leur proposer quelque chose en adéquation avec leurs désirs. Et si on se rapproche un petit peu plus des locaux, est-ce qu'eux vont faire la démarche, selon vous, d'aller un petit peu plus loin pour aller chercher plus de choix ou, comme on disait, plus de technologie dans les salles ou... Peut-être, je n'ai pas de retour sur ça. Par exemple, pour voir un film en 3D, effectivement, ils ne peuvent pas le voir dans ma salle. Peut-être que certains aficionados vont jusqu'à aller à Albertville ou à Chambéry pour voir un film en 3D. Mais je n'ai pas vraiment de retour sur ça. Je reviens sur la programmation de cette salle. Ça se joue combien de temps à l'avance, à peu près ? Est-ce qu'on entend parler de la sortie d'un film, je dis il faut la voir et 2 semaines après, pof, il est déjà à l'affiche, ou est-ce que ça s'anticipe un peu plus en amont ? Alors on travaille sur la programmation 3 semaines, 1 mois en avance. Et oui, on essaie d'avoir les films au moment de la sortie. Ça fait la différence, vraiment ? Bien sûr, puisque les gens viennent ici pour une semaine. Donc si on l'a 15 jours après la sortie, ils ont eu le temps de voir le film chez eux et nous passons à côté, nous ne les faisons pas venir dans notre salle. Donc il faut vraiment la voir au moment de la sortie.
c'est important. Et par contre, sur le cinéma d'auteur, les films d'art et essai, c'est un peu moins important. Et certains films ont aussi une vie qui démarre en deuxième, troisième semaine. Ok. Et un autre critère qui rentre en jeu dans ces cinémas de station comme ici, c'est le facteur météo. J'imagine qu'entre jour blanc, grosse tempête de neige et grand ciel bleu, il doit y avoir une différence. Et bien, surtout sur les séances de l'après-midi ou de début de soirée, effectivement, en cas de tempête, les salles sont pleines, alors que si c'est grand soleil, la salle est très légèrement exploitée. Plus clairsemé, dirons-nous. Oui, beaucoup plus. Aujourd'hui, du coup, il y a, on le disait, des aficionados, des gens qui viennent là un petit peu au cas où il fait un petit peu plus mauvais. Quel est le public finalement qu'on cherche à accrocher ? Est-ce que c'est le petit jeune qui va devenir un cinéphile convaincu ? Est-ce que c'est le quinca plus pour avoir justement un film d'auteur ou d'art et d'essai ? Quel est le public qu'on essaie de faire venir ? On essaie d'avoir tous les publics. Après, on sait qu'en fonction de la programmation du film, on sait que ce sera plus tel public ou tel public. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces précisions. On arrive déjà à la fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous.